On est ensemble jusqu'à midi avec le débat de l'été, le lait, les pommes de terre, le miel, conséquences d'un été caniculaire et de la sécheresse. Eh bien, plusieurs filières agricoles voient leur production en péril et redoutent de ne pouvoir subvenir à la demande des consommateurs. Alors, quels sont les risques de pénurie de cette sécheresse qui n'en finit plus et touche l'ensemble du pays? On en parle avec nos trois invités. On les salue. Vincent Labarthe, vice-président en charge de l'agriculture et de l'enseignement agricole en région Occitanie. Bonjour Vincent Labarthe. Bonjour. Francis Martin, directeur de recherche à l'INRAE, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Bonjour à vous. Et Thierry Roquefeuille, bonjour, président de la Fédération nationale des producteurs laitiers et producteur vous-même dans le département du Lot. Alors Thierry Roquefeuille, je commence avec vous Thierry. Déjà là, en ce 22 août, quelle est la situation pour la filière laitière? Bon, si on parle du climat, vous aurez constaté comme nous qu'on arrive à respirer un peu mieux ces derniers jours. Oui. Et c'est une bonne chose, notamment pour les animaux. Mais malheureusement, c'est l'arbre qui cache la forêt de la sécheresse que nous avons connue, la canicule que nous avons connue depuis 2 mois. Et ça va pas s'effacer, même s'il pleut, ou s'il va pleuvoir éventuellement les prochains jours. Parce que les stocks de fourrage que nous avions à faire, notamment avec les maïs, ces stocks seront de mauvaise qualité et l'herbe bien sûr ne va pas repousser dans les prochains jours. Donc il y a véritablement un problème de stock de qualité pour avoir des fourrages de qualité pour avoir une production laitière digne de ce nom. Alors vous dites que ça va être une quantité moindre, c'est-à-dire moindre en volume et moindre en qualité. C'est ça, oui. Pour le producteur, ça c'est la conséquence pour vous. Pour le consommateur derrière, à quoi doit-il s'attendre? Pour le consommateur, je crois que nous, on l'avait au niveau de la fédération, on l'avait mis en avant dès le mois de juin. On avait déjà un problème lié aux charges que nous avons sur nos exploitations suite à l'après-Covid, suite à la crise ukrainienne. Nous étions déconnectés du marché européen, puisque dans d'autres pays européens, le prix du lait était bien plus élevé qu'en France. Et depuis donc le mois de juin, avec la sécheresse et la canicule, nous avons amplifié ce phénomène de charges exponentielles dans nos exploitations. Et aujourd'hui, bon nombre d'exploitants se posent la question d'acheter ou de ne pas acheter des fourrages pour leurs vaches et de décapitaliser éventuellement. Donc, ce qui peut arriver après pour le consommateur, c'est s'il y a un manque d'animaux, s'il y a une baisse de la production, c'est inévitablement des prix qui augmentent et éventuellement des produits qui vont manquer dans les rayons si industriellement il y a des choix qui sont faits de produire plus de fromage, moins de crème, moins de beurre. Voilà, il y aura des choix qui seront faits. Quand vous dites décapitaliser la production, c'est-à-dire supprimer le nombre de têtes par élevage, c'est ça? Oui, quand vous avez un stock qui est moindre et de moins bonne qualité, il vaut peut-être à des moments vendre quelques animaux plutôt que d'aller acheter des fourrages qui sont hors de prix aujourd'hui. Alors, on va faire le tour également de tous les sujets. Vincent Labarthe, je rappelle que vous êtes le vice-président en charge de l'agriculture et de l'enseignement agricole en région Occitanie, grande région productrice dans la filière agricole. Quel est l'état aujourd'hui? Quels sont les retours que vous avez du terrain justement sur ces risques de pénurie avec la sécheresse qui s'éternise? La région Occitanie, c'est aussi une région de la diversité. Donc, on a effectivement, malheureusement, l'ensemble ou la quasi-totalité des secteurs qui sont touchés par ce phénomène climatique. Ce qui n'est pas de bonne guerre. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le moral des troupes, parce que Thierry Roquefeuille l'a dit. On est en plus, pour ce qui concerne la production laitière, sur une production qui engendre finalement beaucoup de travail au quotidien, qui est assez usante, et donc je me fais un peu de soucis par rapport au moral des troupes sur ces productions-là qui sont effectivement assez consommatrices en termes d'énergie personnelle à engager. Ensuite, sur les autres productions, on a à peu près de tout. On a eu des rendements en tous les cas pour tout ce qui est céréales, qui est en deçà de ce qui était prévu, mais qui peut effectivement se rattraper partiellement
par le prix. Ensuite, on a d'autres productions comme par exemple le miel qui est, suivant où est-ce qu'on est sur le territoire, finalement plus ou moins touché. Et puis après, il y a aussi une segmentation. Je voudrais aussi parler de la viticulture, bien sûr. J'oublie pas la viticulture. On attend de voir, parce qu'il y a, au-delà des phénomènes climatiques qui ont été liés à la grêle et qui ont pu impacter certains secteurs, globalement, on est sur des dates de récolte qui sont avancées de 3 semaines au mois. Une qualité qui semble être au rendez-vous. Simplement, on a eu effectivement quelques secteurs qui ont pu être impactés par des trop fortes chaleurs et qui ont plutôt brûlé les raisins. Donc, on attend encore de voir par rapport à ça. Ensuite, il y a aussi le sujet de la segmentation. Et là, je vous avoue que je suis assez inquiet par rapport à la crise. Alors, à la fois de la sécheresse, mais aussi celle qu'on connaît depuis maintenant quelques mois liée au désordre géopolitique et qui vont entraîner forcément sur tout ce qui est produit sous signe de qualité et le bio, des détournements des consommateurs vers des produits qui sont un peu moins chers. Donc ça, j'appelle aussi les consommateurs à la responsabilité par rapport à ces sujets-là, parce que il est compliqué de mettre en place des filières et c'est malheureux de les voir. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, les consommateurs, d'être responsables? Qu'est-ce que vous entendez par là, Vincent Labarthe? Mais je comprends le réflexe des consommateurs d'aller vers lui qui peut être un peu moins cher, même s'il n'est pas certifié bio ou s'il n'est pas sous signe de qualité. Pour autant, ces filières sont, par rapport à ça, dans la difficulté, et notamment d'ailleurs le segment bio, qui aujourd'hui, quand même, sur le sujet des volumes, quelques problèmes. Ouais. Alors, Francis Martin, je me tourne vers vous à présent, directeur de recherche à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Aujourd'hui, on le sait, il y a des départements qui sont fortement impactés par le manque d'eau, par la chaleur à répétition et qui s'éternisent. Sur le plan des cultures, aujourd'hui, il se passe quoi pour passer ces semaines-là qui arrivent ? Bon, il faut d'abord rappeler qu'on est en train de vivre une séquence climatique assez exceptionnelle. C'est-à-dire que cette sécheresse de 2020, qu'on vit dans la plupart des départements français, mais également dans tous les pays européens, elle succède à des sécheresses qu'on a connues en 2018, en 2019. Donc ces 3 années de sécheresse exceptionnelle, souvent accompagnées de vagues de chaleur printanières, c'est quelque chose qu'on n'a pas connu. En tout cas de mémoire d'homme et en tout cas de mémoire d'enregistrement des données climatiques. Donc oui, les plantes ne peuvent que souffrir de ces sécheresses prolongées, de ces vagues de chaleur. Donc la plupart des cultures, la plupart des forêts, dans la quasi-totalité des départements français, souffrent de ce manque d'eau. Et ce que je crains, c'est que ça se prolonge. Il faut vraiment souhaiter que 2023 ne soit pas une année aussi sèche et aussi chaude que 2022. Alors l'été n'est pas terminé, Francis Martin, on le sait très bien, et on annonce encore des pics de chaleur moindres. On va quand même atteindre les 35 degrés dans le sud, mais on entendait qu'on respirait un peu mieux cette semaine. Mais sur le plan hydrique, il y a des fortes averses, il y a des moments très importants d'orage. Tout ça ne suffit pas, évidemment, vous dites, pour anticiper la suite. Non, parce que la plupart des plantes sont déjà soit mortes, soit brûlées, soit desséchées. Et si on parle des forêts et des arbres, vous avez pu observer autour de vous que la plupart des arbres ont déjà perdu leurs feuilles. Donc la plupart des plantes ont la capacité de réagir à ces sécheresses prolongées en se mettant en sommeil, en se mettant en dormance. Mais les arbres peuvent se mettre en dormance. Par contre, la plupart des cultures, la plupart des plantes herbacées, elles, sont mortes de sécheresse. Alors on parle des plantes, évidemment, mais parlons des animaux, Thierry Roquefeuille. Dans les élevages également, c'est un été de bascule pour les éleveurs que vous êtes, au-delà du manque d'herbe, de fourrage, de tout ce que vous voulez dire, de supporter ces chaleurs, de supporter cette situation pour les animaux. Oui, enfin, on a l'habitude de dire qu'au-delà de 25 degrés, une vache laitière, disons, n'est plus dans la normalité pour produire du lait. Donc, imaginez quand on avait quasiment 40 degrés, les animaux qui n'osaient même plus
sortir des bâtiments, même des bâtiments qui étaient quelquefois mal ventilés. On a des bâtiments qui sont malheureusement pas toujours adaptés à ces canicules. Et je crois que, on a perdu quasiment entre 15 et 20% de production par animal et par jour. Donc c'est énorme et je pense que ça vient amplifier ce que je disais tout à l'heure en termes de production qui va baisser et au final de moins de rentabilité sur les élevages laitiers. Donc voilà, et puis des animaux qui souffrent quand vous êtes éleveur et que vous faites de la traite et que vous avez des animaux qui quasiment tirent la langue parce qu'ils cherchent l'air. Vous le cherchez, mais quand vous êtes au milieu d'animaux, vous vous posez la question aussi de quoi faire et de comment faire. Et je crois qu'à des moments, quand on est éleveur, on ne travaille pas pour avoir des animaux qui souffrent comme ça. Donc effectivement, on a adapté nos bâtiments, mais pour adapter les bâtiments, il faut avoir une rentabilité sur les exploitations. Et cette rentabilité, aujourd'hui, elle viendra avant tout par un meilleur prix du lait. Et donc la boucle est bouclée par rapport à la nécessité d'avoir un meilleur prix par la grande distribution, acheté par la grande distribution. Et ce n'est pas des milliers d'euros qu'il nous faut, c'est quelques centimes d'euros en grande distribution. Donc le rendement qui sera moins, de la qualité aussi, Thierry Roquefeuille, ou pas? C'est la quantité de matière grasse qui est produite et de matière protéique qui est la composition du lait qui est moins qualiteuse. Par contre, la qualité pour le consommateur, elle est assurée, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, mais vous, dans la filière laitière, vous savez déjà que vous ne pourrez pas satisfaire la demande habituelle qui est la vôtre. Disons que les chiffres sont là. Moi je l'ai dit fin juin, j'ai dit les producteurs, on ne veut pas organiser la pénurie. On n'est pas là pour ça. Oui. Nous, on veut que les consommateurs puissent consommer, qu'il y ait tous les produits dans la grande distribution. Le sujet n'est pas là. On ne veut pas organiser. Par contre, on est en train de subir. Et on est en train de subir une baisse de production parce qu'il y aura moins d'animaux, subir une baisse de production parce que les animaux ont eu chaud et ont moins produit. Et ça, c'est malgré nous. Et c'est difficile de l'enrayer quand on voit que il y a ni au niveau du gouvernement, ni au niveau de la grande distribution, il y a la volonté d'avancer rapidement pour des solutions. Parce que nous, les solutions, moi, depuis le début juillet, j'ai quasiment donné les solutions qu'il y avait à mettre sur la table. C'est de donner un signe aux éleveurs pour que les éleveurs aient envie et puissent acheter, et la trésorerie pour aller acheter des fourrages et pouvoir éventuellement investir dans des ventilateurs pour les bâtiments. Tout ça, c'est possible. Il y a des choses qui existent, mais encore faut-il avoir la trésorerie et faut-il avoir la vision des mois ou des années à venir pour investir dans l'élevage laitier. L'élevage laitier est un élevage long, d'investissement long en capital, et s'il n'y a pas de rentabilité, comme l'a dit le président Labarthe, certains vont plutôt aller vers les céréales, parce que les céréales aujourd'hui, il y a une rentabilité assez rapide, alors que dans l'élevage laitier, aujourd'hui, la rentabilité est moindre. Francis Martin, je me tourne vers vous, directeur de recherche à l'INRAE, donc l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, le modèle agricole français est quelque part à la croisée des chemins? En tous les cas, se dit et se posera la question dans les semaines qui viennent du modèle agricole à adapter en fonction de ces conditions météo qui vont... Absolument. Hein, ouais. C'est un tournant. C'est absolument le cas, oui. C'est vraiment un tournant. Il y a une prise de conscience de l'ensemble de la société, pas uniquement des agriculteurs. Les hommes politiques commencent à réagir. Donc là, il est clair qu'il va falloir que l'agriculture française, l'agriculture européenne... Ça veut dire quoi? Qu'il y a certaines cultures que l'on ne pourra plus avoir? Oui, par exemple, aujourd'hui, il vaut mieux favoriser le tournesol et le sorgho, qui sont des variétés, des plantes qui sont adaptées, mieux adaptées en tout cas aux conditions de climat qu'on va connaître. On va assister à une bonne partie de la partie nord de la France va avoir un climat de type méditerranéen. Et puis, dans le pourtour méditerranéen, dans le sud de la France, ça va devenir extrêmement difficile d'avoir une agriculture estivale. Et donc, il va falloir irriguer, il va falloir modifier les modes d'assolement et effectivement avoir des espèces qui soient mieux adaptées, des variétés qui soient mieux adaptées au climat qu'on va connaître. Les températures vont continuer à augmenter, les sécheresses seront plus fréquentes, les précipitations sont plus rares, les accidents climatiques vont se multiplier. Tous les modèles qui sont utilisés aujourd'hui nous annoncent des années difficiles.
Et donc les agriculteurs, on l'a entendu, sont prêts à s'adapter, vont faire les efforts nécessaires pour continuer à alimenter les consommateurs. Mais nos paysages vont changer et notre façon de mener l'agriculture va également changer. De toute façon, nos paysages ont changé cet été. On a bien vu effectivement les couleurs ont changé cet été un peu partout en s'y promenant. Il faut bien réaliser qu'aujourd'hui, à Montpellier, dans le sud de la France, vous avez le climat du nord de l'Afrique. Et puis, à Clermont-Ferrand, on a le climat de Montpellier. Et à Nancy, on a le climat de Lyon. Donc, on a vraiment une augmentation des températures et des sécheresses. Et ça va pas changer, ça va empirer. Vincent Labarthe, pour une région comme la région Occitanie, alors on fait une parenthèse parce que, par exemple, ce matin, on titre notamment sur on va dire des vendanges exceptionnelles en qualité. Donc, on parle du vin, de la viticulture, qui s'en sort plutôt pas mal, visiblement. Enfin, on va attendre que tout soit récolté, mais c'est peut-être le paradoxe aussi de cette situation. Ça va être Jean qui pleure et Jean qui rit à l'issue de cette séquence estivale. C'est un peu ce que je vous disais en préambule. On a une telle diversité qu'effectivement, il y a des secteurs qui seront peut-être plus préservés que d'autres. La viticulture, les choses s'expliquent. On a fait le choix de la qualité depuis maintenant un certain nombre d'années, au dépend de la quantité. Donc, il y a plusieurs phénomènes. Il y a de l'égrappage. On garde un minimum finalement de récolte sur cep. Et finalement, des années comme celle-là, la culture de la vigne, qui est une culture pérenne, eh bien, le cep arrive à mener à terme, à condition qu'il n'y ait pas de brûlage, parce qu'il y a quand même certains endroits où les raisins ont cuit, eh bien, à mener à terme une production de grande qualité, un millésime effectivement exceptionnel. Mais est-ce que vous savez par exemple qu'il y a des choses qui ne pourront plus être produites dans la région Occitanie ou à terme qui devront effectivement changer de modèle ? Oui, bien sûr, on le sait. Alors, la région Occitanie, c'est la première région d'Europe en production sous signe de qualité. Donc, on a été dans cet esprit-là très allant pour permettre justement à l'agriculteur de s'adapter. On souhaite aller aujourd'hui beaucoup plus loin puisque le Conseil régional a proposé les contrats d'agriculture durable qui sont assignés par chaque agriculteur sur un engagement pour engager une forme de transition. J'entendais tout à l'heure le sujet des cultures. Ça peut être sur cette question-là, avec une transition d'une culture à une autre. Ça peut être aussi, en tous les cas, de remettre en question, et non pas en cause, mais en question son système pour aller vers des systèmes qui soient plus durables et surtout s'adapter effectivement à ces nouvelles conditions climatiques qui, même les climato-sceptiques, ont aujourd'hui du mal à dénigrer. Alors, s'adapter, c'est une chose, mais il y a le débat maintenant criant entre ceux qui demandent à ce qu'il y ait, par exemple, des réserves d'eau plus importantes. Ce débat entre, finalement, l'utilisation de l'eau qui peut tomber par moment en grande quantité. Vincent Labarthe, il faut poser le sujet sur la table autrement que ce qu'il n'est aujourd'hui ? Clairement, il faut le poser autrement. Nous, on a toujours réservé des financements parce qu'on croit effectivement, sans parler des grands modèles, des grands barrages, etc. Mais par contre, on croit effectivement qu'il y a des solutions qui sont tout à fait envisageables et qui ne remettent pas d'ailleurs en question l'environnement immédiat. On a d'ailleurs suffisamment d'exemples en région pour démontrer que la création de petites réserves a pu amener à l'écosystème un plus indéniable. Donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler à partir de là, bien sûr avoir des réflexions aussi très stratégiques sur des outils, enfin, ou du moins des équipements qui soient autrement dimensionnés, mais je pense effectivement que ça va faire partie des outils qui permettront, peut-être à une échelle un peu plus humaine que ce qui avait été discuté jusqu'alors, mais en tous les cas, qui permettront à l'agriculture aussi de travailler sa résilience, parce que la meilleure assurance récolte, dans beaucoup de systèmes agricoles, c'est l'irrigation. Et pas l'irrigation de masse. Ça peut être l'irrigation, comme le disait tout à l'heure Thierry Roquefeuille, d'éleveur laitier, s'il arrive à irriguer une quinzaine d'hectares pour 50 animaux, ben, ça suffira finalement. Ça sera son meilleur système assurantiel. Donc c'est dans cette idée qu'on travaille. Ouais. Francis Martin, est-ce que c'est la guerre de l'eau qui se profile là, entre... Avec la guerre de l'eau, j'espère que non. Quand j'ai la guerre de l'eau, c'est... On vient de l'entendre, il va falloir par contre... L'utilisation de l'eau.
voilà, il va falloir gérer de façon plus intelligente peut-être. La ressource en eau, elle va diminuer. Il faut donc que les pratiques agricoles soient résilientes, qu'il y ait une discussion, hein, comme vous disiez, mettre sur la table, rassembler autour d'une table tous les utilisateurs d'eau. Il y a des agriculteurs, mais aussi, hélas, on le voit bien dans le Var, hein, certains villages n'ont plus d'eau potable. Donc là, ça ne peut qu'empirer. Donc il faut absolument, oui, que l'administration, que les coopératives, que les différentes associations agricoles se mettent autour de la table avec les consommateurs, les autres utilisateurs de l'eau, pour pouvoir réfléchir ensemble. La ressource en eau va diminuer, donc il faut absolument la gérer de façon plus intelligente. Thierry Roquefeuille, je termine avec vous ce débat de Sud Radio ce matin. La ressource en eau aujourd'hui, c'est quelque chose qui obsède finalement. On est dans cette situation-là quand on est producteur, éleveur, agriculteur. Oui, et puis je pense que la nouveauté cette année, c'est que nous avons une sécheresse sur l'ensemble du pays. Toutes les régions sont concernées, tous les producteurs sont touchés. Et là, on touche du doigt vraiment le problème. On est dans une région, on est dans le sud, on est en Occitanie. Moi, je suis dans une région où, en 1990, on a fait une retenue pour faire de l'irrigation. Donc déjà en 1990, on était dans des régions où il pleuvait pas tous les étés. Mais là, aujourd'hui, le phénomène, il est national. Donc le sujet, il ne doit pas être pris par un petit bout parce que cette année il a fait sec. Le sujet, il est national. C'est pour ça que je crois qu'on doit avoir une politique et si gouverner, c'est prévoir. C'est le moment de prendre les bonnes décisions. Et comme ça a été dit tout à l'heure, on est à un tournant de notre agriculture. Il y a des choses qui pourront se faire, d'autres choses qui pourront se faire différemment. Mais au moins, écoutons le bon sens. Et je crois qu'au niveau, de la Fédération des producteurs de lait, avec l'expérience que nous pouvons avoir, nous savons que la France peut continuer à produire du lait et différemment. Nous avons des instituts d'élevage, nous avons des gens qui sont capables de nous donner des solutions. Mais encore faut-il que l'on ne soit pas dans des dogmatismes de dire l'eau c'est bien ou l'eau c'est pas bien. L'eau on en a besoin et c'est vital. On n'a pas d'autre choix. C'est comme le lait. Le lait c'est vital et on n'aura pas le choix. Il faudra continuer à produire du lait. Merci à tous les trois. Thierry Roquefeuille, président de la Fédération nationale des producteurs laitiers, bonjour à vous. Et dans le Lot notamment, Francis Martin, directeur de recherche à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Je salue également Vincent Labarthe, le vice-président en charge de l'agriculture, de l'enseignement agricole en région Occitanie.